10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et notre grand entretien de ce midi porte sur une figure qui continue de traverser les générations, Charles de Gaulle. Plus de 50 ans après sa disparition, le général reste l'homme préféré des Français, l'homme politique préféré des Français. Un récent sondage IFOP réalisé par la Tribune dimanche montre que Charles de Gaulle demeure de très loin la personnalité historique qui inspire le plus de confiance et le plus de respect aux Français. Et ce n'est pas un hasard. En quelques semaines, les deux films consacrés à Charles de Gaulle ont franchi la barre des 4 millions d'entrées au cinéma, un succès spectaculaire qui a relancé le débat sur son héritage et sur ce qu'il représente encore pour les Français d'aujourd'hui. Alors pourquoi fascine-t-il encore autant? Est-il le chef de guerre, l'homme du 18 juin, le fondateur de la Ve République ou tout simplement l'image d'un dirigeant qui incarnait l'autorité, la souveraineté, une certaine idée de la France à une époque où beaucoup de Français disent ne plus retrouver leurs repères? Pourquoi Charles de Gaulle parle-t-il autant aux jeunes qu'à ceux qui l'ont connu? Que dit cette fascination de la France d'aujourd'hui? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir l'historien Arnaud Tessier, historien, essayiste, auteur de Charles de Gaulle, L'angoisse et la grandeur, publié aux éditions Tempus et sorti en poche au début du mois de juin. Bonjour Monsieur Tessier. Bonjour. Bonjour. Plus de 50 ans après sa disparition, Charles de Gaulle reste la personnalité politique préférée des Français. Comment expliquez-vous cette fascination qui ne faiblit pas, y compris chez des générations qui ne l'ont pourtant jamais connu? Alors, je pense d'abord que s'il est vrai que c'est un personnage historique, qui appartient donc au passé de la France et un passé assez largement glorieux, c'est quand même quelqu'un qui reste assez proche de nous dans le temps, même si pour les jeunes, évidemment, plus de 50 ans, c'est très loin, mais nous vivons quand même dans des institutions qui, même si elles sont un peu abîmées, sont quand même des institutions que de Gaulle nous a données. Donc, nous vivons dans un univers institutionnel qui a été voulu par de Gaulle, même s'il ne marche pas évidemment de la même manière. Et nous vivons dans un monde qui, par certains côtés, n'a pas finalement tellement changé, même s'il y a la mondialisation, les nouvelles technologies, qui n'a pas tellement changé par rapport au monde de Gaulle, parce que c'est un monde dangereux, avec des phénomènes de puissance, avec la menace de la guerre, tout cela, le monde de Gaulle n'est pas si éloigné du nôtre. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que De Gaulle, dans la conscience collective, c'est d'abord l'homme qui a su dire non, qui a pris des risques personnels et qui a pris la parole, qui a pris en charge la légitimité française. Et puis c'est un homme qui savait décider et qui n'avait pas peur de se mesurer au grand. Voilà, donc je crois qu'il y a une nostalgie qui est assez compréhensible. Et justement, est-ce que vous pensez que les Français admirent plus l'homme du 18 juin, l'homme qui a dit non, le fondateur de la Ve République, ou ils recherchent simplement une figure d'autorité qui pourrait peut-être leur manquer aujourd'hui? Alors un peu les deux. Je pense que c'est quand même d'abord l'homme du 18 juin, parce que, et d'ailleurs le film très réussi qui est sorti sur les écrans avec une très belle interprétation de Simon Abkarian montre bien l'homme du refus, c'est-à-dire l'homme qui se bat, l'homme qui refuse la défaite, l'homme qui n'a pas peur de défier le destin. Et ça, je crois que c'est vraiment l'homme du 18 juin qui compte d'abord. Mais il y a aussi quand même l'homme de gouvernement, parce que malgré tout, même pour les plus jeunes, il y a des images, celles des documentaires, celles qu'on voit sur Internet. C'est-à-dire un homme qui était capable de parler au monde sans que ça paraisse de la pure rhétorique. J'insiste beaucoup là-dessus. Les hommes politiques aujourd'hui savent parler, même quelquefois un peu trop, mais ils ne savent pas s'imposer aussi aisément que le faisait De Gaulle, et qui par ailleurs avait un discours politique, je voudrais bien insister là-dessus, qui était simple et accessible. Il parlait de grandes choses, il parlait de choses très sérieuses, il ne méprisait pas son public, mais il était capable de dire des choses simples avec vigueur et en peu de mots. Aujourd'hui, on a l'impression que les hommes politiques parlent beaucoup pour dire moins. Il y a une formule que j'aime beaucoup qu'a utilisée un grand journaliste au sujet de Gaulle: il ne parle pas à la foule, mais à un peuple. C'est quelqu'un qui ne s'adresse pas des tranches sociologiques de la population, mais qui a le sentiment de parler à un peuple qui a une histoire, qui a un présent, qui a un avenir. Il ne parle pas à la foule, mais à un peuple. C'est une jolie phrase pour résumer justement la façon dont De Gaulle s'adressait au peuple français. Justement, le peuple français, les jeunes, vous veniez d'en parler à l'instant, il y a un sondage qui montre que De Gaulle séduit justement aussi les plus jeunes. Comment expliquez-vous qu'un homme du XXe siècle parle encore à une génération qui a grandi avec les réseaux sociaux, la mondialisation et les crises successives?
Et vous savez, lorsque De Gaulle était un très bon professeur, il faut le savoir, il a enseigné il a enseigné à l'école de guerre dans les années 20 quand il avait 35-40 ans. Et il y a une très belle conférence dont on a le texte qu'il avait donné aux élèves de Saint-Cyr où il leur disait, vous savez, en gros, il le disait mieux que je ne vais le faire de mémoire, il disait, vous savez, on vous expliquera qu'il y a un sens de l'histoire, qu'il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien, qu'il faut quelquefois accepter le destin. Détrompez-vous, gardez la tête haute, il n'y a pas de sens de l'histoire, il suffit quelquefois de quelques hommes et quelques femmes pour rester le destin d'un pays et pour affronter les difficultés. De Gaulle, c'est l'homme qui ne se résigne pas, et je trouve que c'est un message qui est très beau pour la jeunesse, et je suis très très heureux que la jeunesse le comprenne. Et encore une fois, c'est quelquefois des valeurs simples et fortes qui permettent de parler à la jeunesse au lieu de la flatter. De Gaulle n'est pas quelqu'un qui flattait la jeunesse, c'était quelqu'un qui savait lui parler, qui était un pédagogue. Oui, alors cette façon justement de s'exprimer facilement, droitement, si vous voulez, c'est peut-être quelque chose qui fait qu'aujourd'hui c'est un personnage qui manque. On entend souvent dire il nous faudrait un nouveau De Gaulle. Est-ce que selon vous c'est une formule nostalgique, ou est-ce que au fond il pourrait y avoir demain des circonstances qui peut-être pourraient faire émerger le général qu'on attend aujourd'hui, ou c'est tout simplement impossible à reproduire selon vous? Alors, je crois qu'il ne faut pas vivre en attendant un nouveau De Gaulle. D'abord parce qu'on risque d'attendre longtemps, et ensuite parce que ce n'est pas ce qu'il souhaitait. Vous savez, ce qui m'a toujours frappé, on dit toujours une bêtise sur la Ve République, on dit toujours que c'est des institutions qui ont été taillées sur mesure par un homme hors norme, et donc c'est normal qu'on n'arrive pas à gouverner aussi bien que lui. De Gaulle avait fait des institutions qu'il voulait fortes, avec un gouvernement fort, un exécutif fort, des outils puissants, parce que justement il savait que ceux qui viendraient après lui n'auraient pas forcément la même stature historique ou la même stature tout court. Donc je crois qu'il ne faut pas attendre un nouveau De Gaulle, mais qu'il faut essayer de s'inspirer de Gaulle. On n'est pas obligé d'être un personnage comme De Gaulle, mais on peut s'inspirer de ses leçons. Et les leçons de Gaulle, c'est de dire il ne faut jamais se résigner, il ne faut jamais baisser les bras, il faut savoir être ferme, constant dans ses projets, dans ses desseins, et puis surtout, il faut savoir trancher. Le gouvernement, c'est l'art de trancher. Quelquefois, c'est difficile. Quelquefois, ça oblige à écraser de nombreux petits intérêts privés, ou quelquefois des intérêts privés très organisés. Le grand message de Gaulle, c'est qu'il faut toujours faire prévaloir l'intérêt public sur les intérêts particuliers. C'est pas facile. Il y avait un grand intellectuel sous la Troisième qui disait « Régner est doux, gouverner est difficile ». C'est ça le message de Gaulle. On n'est pas là pour régner, mais pour gouverner. Et ça, même des hommes moyens peuvent s'en inspirer et y puiser une ressource de volonté. Ah bah, la ressource de volonté, en tout cas de se prendre pour De Gaulle. Vous avez vu le nombre de personnalités politiques aujourd'hui qui s'inscrivent, ou en tout cas qui annoncent s'inscrire dans la filiation du général De Gaulle. C'est presque une mode. Est-ce qu'il y en a, à votre sens? Est-ce qu'il y a une personnalité politique qui vous paraît peut-être un peu plus incarner ce refus du déclin du général De Gaulle? Est-ce qu'il existe encore des De Gaulle d'aujourd'hui qui ne sont pas complètement De Gaulle, mais qui peut-être portent certaines de ses valeurs, la défense de la souveraineté française, le refus du déclin, du désespoir, une façon aussi de dire les choses avec une forme d'honnêteté? Alors, il y a des personnalités politiques plus ou moins crédibles. Effectivement, tout le monde invoque un peu De Gaulle. Et il y a des personnalités politiques plus ou moins crédibles. Je ne vais pas faire de décerner de diplôme. Ça serait un peu compliqué pour moi. Ce que je peux dire, c'est que il y a une tendance quand même qui est un peu regrettable, qui est de prendre De Gaulle à la découpe. C'est-à-dire chacun prend ce qui lui convient chez De Gaulle, alors que chez De Gaulle, c'est un tout là. La vision de la France et de la politique chez De Gaulle, c'est un tout. Et en particulier, il y a un point quand même qui me permet à mon avis de dire que certains sont plus ou moins fondés à se réclamer de De Gaulle. Il y a quelque chose qui est très important chez De Gaulle, c'est d'abord le rôle de l'État. C'est-à-dire que De Gaulle était pour l'économie, évidemment, libérale. C'était quelqu'un qui a adhéré aux valeurs de l'Occident, même s'il considérait que le système capitaliste avait une sorte, disait-il, d'infirmité morale
qui se retournerait contre lui un jour. Donc c'est quelqu'un qui est pour l'économie libre, mais c'est quelqu'un qui attribue une grande importance à l'État. Donc je pense qu'on peut difficilement se réclamer de Gaulle si on n'a pas un discours un peu construit sur le rôle de l'État dans notre pays, qui pour De Gaulle était essentiel. Et puis c'était un homme pour qui la politique sociale était importante. Bien sûr, De Gaulle n'était certainement pas porté vers un État social obèse, mais il y avait une dimension sociale dans l'État qui était nécessaire parce que pour lui, la société française devait être une société qui n'était pas en guerre avec elle-même. Il devait y avoir un désir de cohésion sociale qui devait s'affirmer à travers le rôle pondérateur de l'État. Donc voilà, ce sont des traits, si vous voulez, qui, à mon avis, on ne peut pas les faire passer par-dessus bord et puis prendre le reste, ce qui convient chez De Gaulle. De Gaulle, c'est un tout, c'est l'idée d'une société qui doit être forte à l'intérieur si le pays veut être fort à l'extérieur. Ça, c'est l'idée clé. C'est qu'avant que d'avoir de grandes ambitions extérieures et de proclamer des grandes phrases, il faut d'abord faire en sorte que le pays intérieurement soit fort et en paix avec lui-même. Je trouve que c'est une leçon politique pour aujourd'hui qui n'est pas négligeable. Alors Arnaud Tessier, vous êtes essayiste, vous êtes surtout écrivain spécialiste de Charles de Gaulle. Vous n'êtes pas Madame Irma, mais malgré tout, dans quelques instants, je vous poserai la question de savoir peut-être si vous avez une idée du regard que porterait le général de Gaulle sur la vie politique d'aujourd'hui. Vous répondrez à cette question difficile. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions au standard, appelez-nous 0826 300 300, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. 10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et nous sommes de retour sur Sud Radio, toujours en compagnie d'Arnaud Tessier, historien, essayiste, auteur de Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur, publié aux éditions Tempus. Et on revenait avec vous, monsieur Tessier, sur l'actualité de Charles de Gaulle, ou en tout cas, est-ce qu'il était possible, au fond, de voir dans notre vie politique, eh bien, le regard de Charles de Gaulle. Quel regard Charles de Gaulle porterait sur la société d'aujourd'hui, sur notre vie politique, sur l'état de l'autorité de l'État, sur la place de la France dans le monde? Alors, je ne vais pas faire parler les morts, mais je pense qu'il ne serait pas surpris, parce que je connais assez bien la vie de Charles de Gaulle, et de Gaulle a traversé l'histoire de France au XXe siècle, et donc traversé une histoire très difficile, avec des crises, des moments de faiblesse collective énormes. Il a connu les défaites militaires. Donc la première chose, c'est qu'il ne serait pas surpris. Parce que De Gaulle savait, il l'a souvent dit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait la Ve République, que les institutions d'une démocratie sont fragiles, parce qu'elles sont manipulées, elles sont maniées par des êtres humains, et que les êtres humains sont exposés à la faiblesse, à l'incertitude, au doute. Donc il savait que le pays traverserait à nouveau des difficultés, mais il a essayé quand même de laisser au pays les institutions les plus adaptées à ce genre de situation. Donc il ne serait pas surpris, à mon avis. Et je pense que surtout, il ne serait pas désespéré, parce qu'il ne s'est jamais laissé aller au désespoir. Et il avait des moments de doute, d'angoisse. Il avait de grandes angoisses, mais il n'était pas dépressif, comme a pu l'être Churchill à certains moments de son existence. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne lâchait jamais prise, De Gaulle. C'est quelqu'un qui ne lâchait jamais prise. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il serait peut-être un peu accablé par un certain nombre de choses, pas vraiment surpris à mon avis, mais il ne lâcherait pas prise. Et je crois que il dirait, son message serait de ne pas lâcher prise. Et je crois que c'est ça qui est important. Il avait aussi une conviction totalement inaltérable dans l'idée de la grandeur de la France. Il était très attaché à l'idée que la France s'exprime dans le monde, qu'elle ait une voix singulière, qu'elle continue d'avoir cette place si particulière, justement, qui n'est pas rattachée, qui n'est pas vassale ni des États-Unis, ni de la Russie, ni de l'URSS, qu'elle continue d'avoir sa propre voix. Est-ce que vous pensez que cette opinion-là, cette idée-là, ce récit-là national pourrait encore perdurer aujourd'hui ? Alors, la grandeur pour De Gaulle, je crois qu'il est important de le comprendre, ce n'est pas une exaltation un peu rhétorique. Pour lui, la grandeur, c'est un peu le synonyme de l'ambition. C'est-à-dire qu'il pense que c'est le rôle des politiques, c'est le rôle des élites, les élites qui dirigent ou qui dirigent un pays, c'est le rôle des élites dirigeantes, de porter une ambition pour le pays tout entier. Donc la grandeur, c'est ça. Donc c'est quelque chose de fragile et qui n'est pas acquis, mais il faut une ambition. Et à partir du moment où on a cette ambition, il pensait que oui,
les Français étaient capables de grandes choses. Simplement, il faut que cette ambition soit portée au plan politique, portée aussi au plan intellectuel. C'est vrai qu'on a un regard un peu sévère sur la politique française, mais on a quand même quelques grandes figures intellectuelles ou morales qui n'ont pas disparu. Donc c'était ça qui comptait pour lui, c'était qu'il y ait toujours cette ambition. Alors il peut y avoir des périodes creuses, il peut y avoir des périodes difficiles qui peuvent durer plus ou moins longtemps, mais encore une fois, il ne faut pas lâcher prise. Et la grandeur, c'est ça. La grandeur, encore une fois, ce n'est pas dire on est les meilleurs, on porte des valeurs universelles. C'est un peu la tendance quelquefois des dirigeants français de donner des leçons à la terre entière. Ça, c'est un petit peu un travers que nous avons. De Gaulle ne donnait pas de leçons. Il disait simplement, il faut être à la hauteur de notre propre histoire, il faut que le peuple français soit à la hauteur de lui-même. Et il faut que ceux qui le dirigent soient à la hauteur de leur fonction. Donc voilà, je crois que c'est une idée d'ambition, c'est l'idée d'avoir une grande ambition, pas au sens évidemment matériel du terme, mais une grande ambition politique et morale. Et tout dépendra de cela, de savoir si la France est portée, si elle est dirigée par des gens qui peuvent lui donner une grande ambition. La grande ambition gaullienne, la grande ambition gaulliste, en tout cas c'est un sujet qui passionne les Français encore. Des années, 50 ans après sa disparition, les Français sont encore fascinés par la figure du général de Gaulle. Et pour vous dire, il y a de très nombreux auditeurs qui nous appellent pour réagir à vos propos, pour réagir à ce sujet de débat. Et parmi eux, César. Bonjour César. Bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Bonjour César, vous nous appelez de Bayonne. Vous vouliez réagir peut-être à ce que vient de nous dire Arnaud Tessier. Peut-être vous avez une question pour lui ? Oui, alors j'aimerais réagir et j'aimerais que Arnaud Tessier me dise ce qu'il en pense. Alors on vous écoute César. Alors, si j'ai appelé, c'est parce que j'ai une remarque que je fais mûrir depuis des mois. J'observe que depuis des années, dans de nombreux médias de masse en France, on fait passer tous les gaullistes de France, tous les gens qui se revendiquent du gaullisme, pour des gens d'extrême droite et des fascistes. Et donc, j'aimerais avoir son avis. J'observe en fait que, à travers des idées, souvent d'une forme, c'est intéressant ce sujet, d'une forme d'antiracisme corrompu, parce que l'antiracisme c'est magnifique, mais beaucoup de gens utilisent des phrases d'antiracisme corrompu pour mélanger les gens les uns contre les autres, et au final on se retrouve avec des propos anti-gaullistes. Et je voudrais avoir son avis là-dessus sur Charles de Gaulle. Il s'est battu contre le fascisme. Aujourd'hui il y a des gens qui se revendiquent du gaullisme, ils sont tous traités d'extrême droite. En l'occurrence, je vais être plus précis, je fais référence à Marine Le Pen et au Rassemblement National. Je voudrais avoir son avis sur le sujet. Ces gens-là font que se revendiquer du gaullisme. Nigel Farage en Angleterre, c'est pareil, il se fait traiter de fasciste alors que lui-même est un grand souverainiste. Enfin, il n'y a pas que en France que c'est le même système en fait, mais tout est fait pour traiter les gaullistes dans chaque pays de fascistes. Trump pareil est traité de fasciste, etc. Donc voilà, j'aimerais avoir son avis à la fois au niveau national, au niveau un peu plus loin, mais j'observe cette tendance générale de traiter les gaullistes ou les grands souverainistes de France de fascistes. Alors voilà, on a entendu votre question. Merci beaucoup César pour votre question qui c'est vrai se pose. Je pense que beaucoup d'auditeurs se posent ce genre de questions, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une forme de, disons-le, de fascisation de la pensée du général de Gaulle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud Tessier ? C'est-à-dire que c'est une tendance un peu naturelle, même de son vivant. Il ne faut pas oublier que Roosevelt le soupçonnait d'être un dictateur en puissance. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, la gauche française, jusqu'au départ de Gaulle du pouvoir en 69, où il était difficile puisqu'il est parti volontairement alors que personne ne l'y obligeait parce qu'il avait perdu son référendum, que personne ne l'obligeait à organiser, là quand même ça devenait difficile de le présenter comme un dictateur. Mais il ne faut pas oublier que De Gaulle a été, à la fois pendant la guerre et ensuite pendant toute la partie de la Ve République où il a gouverné, a été considéré par une partie du milieu politique et puis par certains dirigeants étrangers comme un dictateur en puissance, comme un esprit autoritaire, antilibéral, etc. Donc c'est pas tout à fait nouveau l'idée. En France, une partie des élites et du milieu dirigeant n'aiment pas l'autorité en fait. Ils considèrent que l'autorité est en contradiction avec la liberté et que ceux qui gouvernent avec une certaine poigne sont des crypto-fascistes. Non, De Gaulle a respecté, il l'a dit lui-même, il avait rétabli les libertés en France, il a respecté les libertés et surtout, il avait le respect du peuple. C'est un homme quand même, je le répète, qui organise en 69 un référendum sur des sujets qui lui paraissaient importants, qui n'ont pas été très bien compris à l'époque. Il n'était pas obligé d'organiser ce référendum, il l'a fait, et il n'était pas obligé de démissionner parce qu'il l'a perdu, d'autant qu'il l'a perdu de très peu en réalité. Donc c'est quelqu'un qui respectait le peuple,
et qui, encore une fois, savait lui parler. Il ne parlait pas à des morceaux sociologiques de la société. C'était pas des parties de la société qui s'adressaient. Donc c'est pour ça que De Gaulle, en fait, il y a toujours, je pense, en France, une méfiance vis-à-vis du suffrage universel, qui date du 19e siècle, qui date de l'époque où le suffrage était restreint. Et c'est le mépris aussi dans lequel est tombé le référendum, qui pour De Gaulle était un moyen de gouvernement essentiel et qu'il a imposé dès la libération. En 1945, la création de la 4e République, le fait de se doter de nouvelles institutions, De Gaulle a fait en sorte que ce soit adopté par référendum. Donc je pense que ce que monsieur sent, à mon avis, de manière assez juste, c'est que derrière cette défiance vis-à-vis de l'autorité et du pouvoir qui tranche et qui gouverne, il y a en fait une défiance envers le suffrage universel. Oui, et puis il y a une sorte de paradoxe dans cette idée même de fascisation de la pensée, de l'œuvre, de la personnalité du général de Gaulle, parce que lui-même s'est battu contre le fascisme toute sa vie. Il s'est battu en tout cas contre la collaboration. Il a complètement, ça a été l'homme qui a dit non, mais qui a dit non à tout ce qu'incarnait justement la collaboration de Pétain. C'est l'homme par définition qui a lutté contre ce fascisme-là. Et puis en même temps, c'était un homme qui refusait d'être classé politiquement. Il ne niait pas qu'il y eut une droite et une gauche. Il savait qu'il y avait une droite et une gauche dans la politique, qui s'exprimaient au Parlement, qui s'exprimaient dans les médias, que c'était normal. Mais il considérait que le rôle du président de la République, c'était de dépasser ces clivages, qui n'étaient ni de droite ni de gauche et qui gouvernaient pour tous les Français. Et je crois que ça, il ne faut pas perdre de vue ça pour l'élection présidentielle aussi. L'élection présidentielle, ce n'est pas faire une campagne présidentielle, ce n'est pas faire une campagne législative avec un programme de gouvernement détaillé. C'est proposer une vision au pays et une vision qui soit susceptible d'entraîner le plus grand nombre de Français. Donc c'est ça la logique du gaullisme, qui est très rassembleuse. C'est l'unité nationale qui compte pour De Gaulle. Alors évidemment, il avait un style de gouvernement. On parle toujours on dit toujours que nos institutions sont trop verticales. Oui, il gouvernait de manière assez verticale, mais c'était une verticalité où le pouvoir et l'autorité venaient. Encore une fois, je n'ai jamais vu de dictateur quitter volontairement le pouvoir alors que personne ne l'y obligeait. C'est l'homme qui démissionne quand il a le sentiment qu'il n'a plus la confiance absolue du peuple. Voilà, si c'est ça être fasciste aujourd'hui, ben écoutez, alors c'est à désespérer. C'est-à-dire que c'est l'homme qui défendait l'autorité, mais qui ne versait jamais non plus dans l'autoritarisme. Écoutez, merci beaucoup Arnaud Tessier d'avoir été avec nous sur Sud Radio. C'était un plaisir et un honneur de vous avoir reçus sur notre antenne. Merci de nous avoir éclairés sur cette fascination intacte des Français pour Charles de Gaulle. À moins d'1 an de l'élection présidentielle, cette popularité n'est sans doute pas anodine. Elle dit peut-être quelque chose des attentes des Français envers leurs dirigeants. Autorité, vision, indépendance, sens de l'État, autant de qualités qui reviendront forcément au cœur du débat dans les prochains mois. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Il est bientôt 13h sur Sud Radio et dans un instant, vous retrouvez Jacques Pessis, bien sûr, avec son invité Pierre Perret. Passez un excellent après-midi et rendez-vous demain dès 10h sur Sud Radio.